Chers amis, l'année 2025 a débuté de manière tragique aux États-Unis. Dans les premières heures du premier jour de l'année, pendant les célébrations du Nouvel An à la Nouvelle-Orléans, une attaque terroriste a provoqué la mort de 15 personnes et en a blessé 35 autres lorsqu'un individu s'est précipité avec une camionnette sur la foule qui célébrait dans la célèbre rue Bourbon. L'affaire a pris une dimension encore plus importante après la découverte d'un drapeau de l'État islamique dans le véhicule et d'explosifs artisanaux dans le secteur. Restez jusqu'à la fin car je vais vous présenter tous les détails de cet attentat, notamment l'identité du terroriste, comment il a orchestré l'attaque et les derniers développements de l'enquête toujours en cours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire maintenant et activer la cloche pour ne manquer aucun contenu. Passons à l'affaire. Le principal suspect de l'attaque a été identifié comme Shamsuddin Jabbar, un citoyen américain de 42 ans qui résidait à Houston, Texas. Pour mieux comprendre qui était cet homme qui a provoqué l'une des plus grandes tragédies jamais vues à la Nouvelle-Orléans, nous devons remonter le temps et examiner son histoire depuis le début. Né le 26 octobre 1982, Jabbar a grandi à Beaumont, Texas. Ses premiers démêlés avec la loi ont commencé tôt. En 2002, il fut arrêté pour vol et en 2005 il eut des problèmes pour avoir conduit avec un permis de conduire non valide. Néanmoins, sa vie semblait avoir pris une tournure plus stable lorsqu'en 2007, il décida de s'engager dans l'armée des États-Unis. Dans sa carrière militaire, Jabbar servit initialement comme spécialiste des ressources humaines. L'une des périodes les plus marquantes de son service fut la mission en Afghanistan, où il opéra de février 2009 à janvier 2010. Outre l'Afghanistan, il servit également en Alaska et en Caroline du Nord, démontrant un parcours militaire diversifié. En termes de formation académique, Jabbar investit dans son éducation au fil des années. En 2010, il obtint un diplôme d'associé du Central Texas College. Plus tard, en 2017, il acheva sa licence en système d'information informatique à l'Université d'État de Géorgie, soulignant son intérêt et sa compétence dans le domaine de la technologie de l'information. Sa vie professionnelle après le service militaire fut marquée par plusieurs tentatives d'établir une carrière stable. En 2019, il obtint sa licence immobilière dans l'État du Texas et parvint à ouvrir sa propre agence immobilière. Dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, Jabbar se présentait comme un négociateur féroce, capable de commercialiser brillamment les propriétés. En 2020, il fut honorablement libéré de l'armée avec le grade de sergent. En 2021, sa carrière semblait prospérer lorsqu'il décrocha un emploi dans une société de conseil, où il touchait un salaire annuel de $120 000, travaillant dans la gestion des données. Cependant, sa licence immobilière finit par expirer, et il abandonna apparemment le marché immobilier. Sa vie personnelle fut également marquée par des instabilités. Jabbar fut marié 2 fois et eut des enfants de ses relations. Sa première fille naquit aux alentours de 2004, mais le mariage se termina par un divorce en 2017. Son second mariage fut également tumultueux, il demanda le divorce en juillet 2020, citant des différends irréconciliables. Bien que le couple ait tenté une réconciliation, ils finirent par demander à nouveau le divorce en septembre 2022, qui fut prononcé en septembre 2024, seulement quelques mois avant l'attentat. Dans les mois qui précédèrent l'attaque, Jabbar commença à montrer des signes inquiétants de radicalisation. Selon sa famille et ses amis, il s'était converti à l'islam étant jeune, mais son intérêt pour la religion s'était considérablement intensifié après 2017. L'une de ses ex-épouses rapporta qu'il agissait de manière erratique dans les mois précédant l'attaque. Au moment de sa mort, Jabbar vivait dans un parc de mobil-home à Houston, Texas, dans des conditions modestes, avec des moutons, des chèvres, des canards et des poulets qui erraient dans la cour. Dans les jours qui précédèrent l'attentat, Jabbar fit preuve d'une claire préméditation. Il loua une camionnette au Texas via une application et enregistra plusieurs vidéos qu'il publia sur les réseaux sociaux, où il exprimait ouvertement son inspiration pour le groupe État islamique, EI, et manifestait ce qui fut décrit comme un « désir de tuer ». L'enquête ultérieure révéla la présence d'un drapeau de l'État islamique sur l'attelage de la remorque du véhicule, ainsi que des explosifs improvisés, démontrant une planification méticuleuse de l'attaque. Le FBI, qui a pris la direction de l'enquête, traite officiellement l'affaire comme un acte de terrorisme. Les autorités poursuivent leurs investigations pour comprendre pleinement l'étendue de la planification de Jabbar et ses éventuelles connexions avec d'autres personnes ou groupes, car il existe des indices suggérant qu'il n'aurait pas agi seul dans cette attaque qui a tragiquement marqué le premier jour de 2025. Et c'est précisément dans les jours qui précédèrent ce tragique attentat que Shamsuddin Jabbar commença à laisser des indices plus évidents de ses intentions terroristes. Sa préparation minutieuse débuta à Houston, Texas, où il résidait dans un modeste parc de mobil-home.
L'endroit où il planifia l'attaque contrastait avec son ancienne vie professionnelle réussie, le terrain était rustique, avec des moutons, des chèvres, des canards et des poulets qui erraient dans la cour, témoignant du changement significatif dans son style de vie dans les mois précédant l'attentat. Le 30 décembre 2024, Jabbar entama la phase opérationnelle de son plan. Il loua un Ford F-150 Lightning à Houston, utilisant l'application de partage de voitures Turo. Le choix du véhicule démontra une planification calculée. Le modèle électrique ne fut pas sélectionné pour des préoccupations environnementales, mais pour ses caractéristiques techniques spécifiques. Le F-150 Lightning est connu pour être extrêmement silencieux comparé aux camionnettes conventionnelles, en plus de posséder un couple impressionnant et une accélération supérieure au modèle à moteur thermique. Ces caractéristiques, comme révélées ultérieurement par les enquêtes, furent choisies spécifiquement pour maximiser le potentiel destructeur de l'attaque, permettant une approche plus silencieuse et une accélération plus rapide au moment de l'impact. Pendant le trajet de Houston à la Nouvelle-Orléans, qui correspond à environ 1000 km de distance, Jabbar documenta ses intentions dans une série de 5 vidéos troublantes qu'il publia sur ses réseaux sociaux. Le contenu de ces vidéos révélait un état mental de plus en plus radicalisé. Il aborda divers sujets, incluant son récent divorce finalisé en septembre 2024, seulement quelques mois avant l'attaque. Dans les vidéos, il mentionna avoir eu des rêves qui l'avaient inspiré à rejoindre l'État islamique et enregistra ce qu'il désigna comme son « dernier testament », rendant claire la nature suicidaire de ses intentions. L'un des aspects les plus troublants de ces enregistrements fut la révélation que son plan initial était encore plus sinistre. Jabbar confessa qu'il avait envisagé de réunir sa famille pour une fausse célébration avec l'intention de les assassiner en masse. Toutefois, pour des raisons non entièrement éclaircies, il finit par abandonner ce plan initial, optant pour diriger sa violence contre des citoyens aléatoires pendant les festivités du Nouvel An. En arrivant à la Nouvelle-Orléans, Jabbar établit une base opérationnelle en louant un Airbnb dans le quartier de Saint-Roch. De cet endroit, il commença à mettre en œuvre les différentes phases de son plan terroriste. L'une des premières actions fut l'installation stratégique de dispositifs explosifs improvisés, IED, à différents points du quartier français. 2 dispositifs distincts furent placés dans la zone, tous 2 contenant des clous pour maximiser le potentiel de dégâts. Un 3e dispositif explosif, également rempli de clous, fut installé dans la camionnette elle-même. Ce dernier était configuré avec un système de détonation à distance, dont le contrôle fut ultérieurement retrouvé à l'intérieur du véhicule. En plus des explosifs, Jabbar assembla un arsenal considérable. Dans le véhicule, il gardait prêt à l'emploi un fusil de type AR et un pistolet. Comme déclaration explicite de ses motivations idéologiques et de sa connexion avec le terrorisme international, il fixa de manière visible un drapeau de l'État islamique sur l'attelage de la remorque de la camionnette, élément qui serait fondamental pour la classification ultérieure de l'acte comme terrorisme par le FBI. Le choix du lieu et du moment de l'attaque démontra une connaissance approfondie de la région et de ses vulnérabilités. Le quartier français de la Nouvelle-Orléans, particulièrement le secteur de la rue Bourbon, est historiquement l'un des points les plus fréquentés de la ville pendant les célébrations du Nouvel An. En conditions normales, la zone est protégée par des barrières fixes, connues sous le nom de polars, installées il y a plus de 10 ans dans le cadre d'un projet d'infrastructure de la ville. Cependant, Jabbar était apparemment conscient que ces protections avaient été temporairement retirées pour réparation en préparation du Super Bowl. La police de la Nouvelle-Orléans avait mis en place des mesures alternatives de sécurité, positionnant des véhicules de police et des officiers à des points stratégiques pour compenser l'absence des barrières fixes. Un périmètre de sécurité avait été établi avec environ 400 officiers dans le quartier français. Néanmoins, Jabbar trouva une faille dans ce système de protection, il planifia et exécuta un itinéraire qui permit à son véhicule de monter sur le trottoir, contournant les barrières improvisées. Il est important de noter que, malgré la planification extensive, certains aspects de l'attaque démontrèrent des lacunes techniques significatives. Aucun des dispositifs explosifs ne parvint à détonner, ce que les enquêteurs attribuent au manque d'expertise technique de Jabbar dans ce domaine. Bien qu'il eût une expérience militaire, son historique dans l'armée n'incluait pas de formation spécialisée en explosifs, ayant principalement opéré dans les domaines des ressources humaines et de la technologie de l'information. Le FBI s'intéresse particulièrement aux jours qui précédèrent immédiatement l'attaque. L'agence a établi une ligne de signalement numérique spécifique, sollicitant des informations de quiconque ayant eu des contacts avec Jabbar dans les 72 heures précédant l'attentat. Cette emphase sur les heures qui précédèrent l'attaque suggère que les enquêteurs soupçonnent que d'autres personnes pourraient avoir aidé aux préparatifs, particulièrement considérant la complexité logistique impliquée dans l'installation des explosifs à différents endroits du quartier français.
Avec tous les préparatifs achevés et profitant de la vulnérabilité dans le système de sécurité du quartier français, Jabbar était prêt à exécuter son plan terroriste. Dans les premières heures du 1er janvier 2025, alors que des milliers de personnes célébraient encore l'arrivée du Nouvel An dans les rues de la Nouvelle-Orléans, l'attaque commença à se dérouler. À 3h15 du matin heure locale, Jabbar initia son assaut mortel. Il conduisait la camionnette Ford F-150 Lightning en direction nord-ouest le long de Canal Street. En approchant de l'intersection avec la rue Bourbon, il exécuta une manœuvre qui prit les forces de sécurité par surprise. Au lieu d'essayer de passer à travers les barrières policières positionnées sur la route, il dirigea le véhicule sur le trottoir, parvenant à contourner aussi bien les barricades que le SUV de police qui était positionné stratégiquement pour protéger la zone. Le capitaine John Roberts, du 8e district, expliquera plus tard que la police avait positionné stratégiquement des véhicules devant la région pour empêcher l'accès à la voie. Cependant, Jabbar trouva une faille dans ce système défensif. Même avec environ 400 officiers affectés au quartier français cette nuit-là, personne ne réussit à empêcher son incursion sur le trottoir. Une fois les barrières contournées, Jabbar accéléra la camionnette le long de la rue Bourbon, une voie traditionnellement réservée aux piétons et particulièrement bondée en cette soirée de festivités. La surintendante du département de police de la Nouvelle-Orléans, Anne Kirkpatrick, déclara que l'attaque était manifestement intentionnelle et avait pour objectif de faire le plus grand nombre possible de victimes. Il a tenté de renverser le maximum de personnes qu'il pouvait, affirma Kirkpatrick lors d'une interview ultérieure. Le parcours meurtrier se poursuivit jusqu'à ce que Jabbar atteigne la rue KTI, où la camionnette finit par percuter un ascenseur. À ce moment-là, débuta la seconde phase de l'attaque. Jabbar sortit du véhicule et commença immédiatement à tirer sur les personnes aux alentours et sur les policiers qui intervenaient sur la situation. La réaction policière fut prompte et décisive. 3 agents affrontèrent le terroriste dans un échange de tirs intenses. Durant la fusillade, 2 officiers furent touchés, mais survécurent à leurs blessures. L'affrontement se termina avec Jabbar mortellement atteint par les tirs des policiers. Le bilan de l'attentat fut dévastateur. 15 personnes perdirent la vie, y compris le terroriste lui-même, et 35 autres furent blessés. Les caméras de surveillance du secteur captèrent toute l'horreur de l'attaque, montrant le moment précis où la camionnette se lança contre la foule insouciante qui célébrait le Nouvel An. Après l'attaque, les autorités firent une découverte supplémentaire troublante. Outre le drapeau de l'État islamique fixé sur l'attelage de la remorque, des engins explosifs improvisés furent découverts tant dans le véhicule qu'à différents endroits de la rue où les personnes avaient été renversées. La zone dut être évacuée pendant que les équipes de déminage procédaient à des détonations contrôlées des dispositifs. Le théâtre de l'attaque se transforma rapidement en une vaste scène de crime. Le FBI prit immédiatement la direction de l'enquête, qualifiant officiellement l'incident d'acte de terrorisme. Des agents spéciaux décrivirent l'attaque comme un « carnage manifestement intentionnel », soulignant la détermination du terroriste à causer le maximum de dégâts possibles. La zone de l'attentat, en particulier la rue Bourbon, demeura isolée pendant une longue période après l'incident, étant traitée comme une scène de crime active. Les autorités durent travailler méticuleusement pour recueillir toutes les preuves possibles, tout en gérant simultanément la tâche délicate d'identifier les victimes et d'informer leurs proches. L'enquête sur cet attentat prit une dimension encore plus complexe lorsque, le même mercredi matin, 1er, un autre incident terroriste survint à Las Vegas. Un Tesla Cybertruck explosa devant le Trump Hotel vers 8h37, causant un mort et laissant 7 personnes blessées. Le conducteur du véhicule, identifié comme Matthew Allen Livelsberger, avait également loué la voiture via l'application Turo, la même utilisée par Jabbar. La complexité de l'enquête s'accrut lorsqu'il fut découvert que Livelsberger avait servi dans la même base militaire que Jabbar. Néanmoins, le président Joe Biden vint publiquement affirmer que les 2 événements n'avaient aucun lien entre eux, bien que les autorités américaines continuent d'explorer d'éventuelles connexions entre les cas. À Las Vegas, les enquêteurs trouvèrent des feux d'artifice et des réservoirs d'essence dans le Cybertruck, reliés à un système de détonation contrôlé par le conducteur. Un détail intrigant remarqué par les autorités fut que la structure robuste du véhicule contribua à contenir l'explosion, la dirigeant vers le haut plutôt que sur les côtés, ce qui finit par réduire le nombre potentiel de victimes. Pour gérer la sécurité après l'attentat à la Nouvelle-Orléans, le gouverneur émit une déclaration d'urgence qui permit la mobilisation immédiate de ressources supplémentaires. Dans le cadre de ces mesures, fut ordonnée la mobilisation d'une compagnie de police militaire pour assister aussi bien la police de la Nouvelle-Orléans que le FBI dans les enquêtes et la sécurité de la ville. La Greater New Orleans Foundation établit un fonds spécial pour aider les victimes de l'attentat, témoignant de la mobilisation de la communauté en réponse à la tragédie.
Les autorités sont particulièrement préoccupées par la sécurité des prochains grands événements dans la ville, comme le Super Bowl et le Mardi Gras. En réponse à l'attaque, les autorités entamèrent une révision complète des procédures de sécurité de la ville. Une attention particulière est portée aux barrières de protection, bollards, du quartier français, le gouverneur promettant que leur remplacement et leur modernisation seront une priorité absolue avant les prochains grands événements. Le FBI poursuit sa collaboration avec diverses agences fédérales, notamment le département de la sécurité intérieure et le département de la justice. Le sénateur Kennedy, dans une déclaration, souligna l'importance d'une enquête minutieuse, promettant que la vérité sur l'attentat serait révélée au peuple américain dès que l'enquête serait achevée. L'impact de l'attentat se fit immédiatement sentir dans la programmation sportive de la ville. Le match des quarts de finale du CFP, College Football Playoff, entre Georgia et Notre-Dame, qui était prévu au Superdome à 19h45 le même jour, dut être reporté de 24 heures. La décision fut prise conjointement avec l'ESPN, le College Football Playoff, la conférence Sud-Est et les universités impliquées, privilégiant la sécurité publique. Jeff Hindley, représentant du comité du Super Bowl, qui entretient une histoire de 90 ans de partenariat avec la Nouvelle-Orléans, exprima combien cette tragédie avait profondément affecté l'organisation. Lors de la conférence de presse, les autorités assurèrent que le Superdome et ses environs étaient sécurisés, avec des mesures de protection supplémentaires en cours de mise en place. Pour renforcer la sécurité, des équipes spécialisées avec des chiens détecteurs d'explosifs furent déployées pour inspecter le Superdome et toute la zone extérieure. Les autorités mirent en place un système d'inspection quadrillé, avec des officiers parcourant chaque rue du quartier français et toutes les voies d'accès au stade, à la recherche d'objets suspects. En signe de deuil et de respect pour les victimes, le gouverneur ordonna que tous les drapeaux des bâtiments publics soient mis en berne pendant le match entre Notre-Dame et Georgia. Les autorités demandèrent également aux personnes d'éviter de circuler dans la zone sécurisée sauf en cas de nécessité absolue, respectant le périmètre établi pour l'enquête. La Nouvelle-Orléans, réputée pour sa capacité à organiser de grands événements comme le Super Bowl, le Sugar Bowl, le Mardi Gras, le Jazz Fest et l'Essence Festival, fait désormais face au défi de renforcer sa réputation de ville sûre. Les autorités soulignent que la ville continuera d'accueillir ses visiteurs et ses événements, mais avec des protocoles de sécurité encore plus rigoureux. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres contenus similaires. Laissez également dans les commentaires votre avis sur cette affaire. À la prochaine vidéo.